de nous rejoindre pour une nouvelle audition sur les études de genre. Vous savez que la délégation s'est lancée dans des auditions pour faire le tableau en France des études de genre. Je pense qu'il y a besoin d'une part, les connaître et d'autre part, les mettre en valeur. C'était une volonté du législateur et d'un amendement de Maud Olivier, qui est à mes côtés, qu'elle avait fait passer dans le texte de 2014, où on cherchait, dans la loi sur l'égalité réelle, à promouvoir les études de genre en France, à l'université, et parmi la recherche française. C'était l'époque, je le redis, on ne va pas en parler à chaque fois, mais c'était l'époque où on était dans la polémique sur le mot genre. Et quand on prononçait ce mot, il faisait lever des boucliers. Donc Maud avait fait un peu de provocation, mais ça avait marché. Donc on a fait garder l'amendement. Avant de commencer, je vous propose, chers collègues, qu'on nomme un rapporteur ou une rapporteure pour cette études de genre. Et je vous propose la candidature unique que j'ai reçue de Maud Olivier. Est-ce qu'il y a des candidats? Non. Donc, nous, nous les lisons à l'unanimité. Donc, Maud va faire. Donc, moi, je vais la laisser mener le débat. Nous recevons, je vais juste présenter nos invités, juste, c'est déjà beaucoup. Donc, Madame Françoise Pic, vice-présidente de l'Association nationale des études féministes, dite ANEF, qui nous a donné un certain nombre de documents précieux, docteur en sciences politiques, enseignante-chercheuse à l'Université de Paris-Dauphine et membre de l'Institut de recherche en sciences sociales IRISO. Et vous venez de nous donner Les genres dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui est un livre blanc qui fait justement le point un peu sur la recherche en France, sur les études de genre, que vous aviez publié en 2014, me semble-t-il. Avec ce qui est fort utile, un plaidoyer pour l'institutionnalité des études de genre dans l'enseignement supérieur français en fin 2012. Et puis, vous venez de sortir quelque chose, une édition 2015 qui est très utile et malheureusement d'actualité, le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais ça a lieu partout, Vadémécum à l'usage des établissements, qu'on peut trouver sur le net, je le dis, parce que c'est intéressant d'en avoir l'information. Alors, je fais une parenthèse. Ça avait été lorsque nous avons fait la loi harcèlement en 2012, puisque lorsque nous sommes arrivés, nous avions à redéfinir le harcèlement. Le Conseil constitutionnel avait annulé la loi de 1992. Et nous avions donc défini le harcèlement et nous avions voulu justement lutter et voir les formes les plus appropriées pour lutter contre le harcèlement dans différents milieux. Il y a deux milieux où ça a été pour moi compliqué. Et alors aujourd'hui, on parle du milieu politique. C'est pas totalement arrangé dans le milieu politique, mais l'université faisait partie des milieux difficiles parce qu'il n'y avait pas pour pouvoir aller se plaindre de harcèlement ou alors il fallait s'adresser au président de l'université, ce qui pour une étudiante est un peu compliqué. Et le sport aussi a été un monde où il a été compliqué de mettre en place cette lutte au harcèlement. Donc merci pour ce vadémécum qui, je pense, est très utile. Donc je pense, Maud, que je vais te laisser conduire les débats. Je rappelle que votre association, je viens de le voir parce que j'avais cherché hier soir, je n'avais pas trouvé la date, a été créée en 89, 1989, c'est ça? D'accord, vous allez nous en dire plus. Parce que j'ai cherché hier à quel vous aviez été créé, je ne l'ai pas vu directement. Et puis si, je présente Geneviève Peseux, excusez-moi, coordonnatrice donc de ce livre blanc sur le genre d'enseignement, agrégée d'histoire et coordonnatrice de recherche formatrice à l'égalité et la citoyenneté. Donc, Maud, je te laisse la parole. Merci, Madame la Présidente. Bien, écoutez, je vais vous laisser justement présenter votre association brièvement, donc votre histoire, bien sûr, mais brièvement votre histoire, mais par contre votre rôle et vos missions plus complètement, si vous pouvez. Donc, je vous laisse, Madame Pic, peut-être, on commence par vous. D'accord. Oui, en réalité, l'histoire des études féministes en France et l'histoire de la nef se mélangent, sont très, 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 très proches. Alors, quand vous dites, effectivement, l'Association nationale des études féministes a été créée en 1989, mais son histoire date de bien avant, puisque l'acte fondateur pour nous de l'institutionnalisation des études féministes, c'est le colloque de Toulouse en décembre 1982. Et c'est lors de ce colloque que certaines d'entre nous, dont moi,
ont eu comme projet que ce colloque ne soit pas un succès sans lendemain. Et donc, on se donne des structures qui permettent d'exister, de se renforcer et de pouvoir se développer. Alors, dans ce colloque de Toulouse, la dernière séance a été sur cet objet et on n'a pas réussi à ce moment-là, notamment parce que je dirais, il y a eu une réaction occitane, c'est-à-dire que en particulier les Toulousaines, enfin, mais les femmes du Sud, de façon générale, ont refusé l'idée d'une association nationale. Ce qui, à nous semblait le meilleur moyen d'être contrôlé par tout le monde, leur semblait à elles. Bon, bref, donc il a été impossible à ce moment-là de faire une association nationale, et on a créé des associations régionales. Donc à Paris, ça a été la PEF, Association pour la promotion des études féministes, région Paris-Île-de-France, qui a été la seule qui a été un petit peu active. Les autres, bon, alors les autres, bon, bah, par exemple à Lyon, il y avait le CLEF, le centre de, je sais plus ce que ça veut dire, non, mais c'est pas du tout. Non. Bon, enfin bref, c'est le CLEF qui fonctionnait très très bien, qui s'est mis en association pour faire comme tout le monde, mais qui a continué à fonctionner. Donc ça a fait l'AFRA. Il y en a eu à Toulouse, il y en a eu à Tours, il y en a eu à Nantes, etc. Mais nulle part il y avait la masse critique permettant de faire quelque chose. Donc de fait, enfin on devait se coordonner entre nous, mais de fait il y a eu pratiquement que celle de l'Île-de-France qui a fonctionné. Et donc en 89, ça a été donc une étape supérieure où finalement les associations de province les associations régionales ont réalisé qu'il était nécessaire de faire une association nationale, notamment pour pouvoir être dans des réseaux européens et internationaux. Donc c'est pour ça que c'est 89. Alors, je suis un peu embêtée dans l'idée de présenter brièvement parce qu'en même temps, j'ai du mal à séparer les exposés sur tout ce que j'ai à dire de la présentation de l'association. Mais répondez comme vous le souhaitez. De toute façon, Oui. nous, on utilisera ce qu'on a utilisé. J'ai juste vous dire, brièvement ou pas, on a un impératif, nous. Oui. C'est 15h moins 5. 14h55 où on part dans l'hémicycle. D'accord. Voilà, vous avez ce temps-là. Donc alors, ce que je peux dire, que je le dise à un moment ou à un autre, je veux toujours voir ce que j'ai à dire. Donc, ça paraît quand même important de poser le contexte politique dans lequel les études féministes avancent. Dans l'histoire de France, ça s'est passé comme ça. Il y a eu plusieurs avancées. Donc, j'ai dit 81-82, donc au moment de l'élection de Mitterrand, Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Recherche et de l'Industrie, organise un grand colloque sur la recherche. Et c'est dans le cadre de ce colloque que des groupes d'études féministes sont intervenus pour souligner que hommes et je sais pas quoi, hommes, enfin, il y a des hommes partout. Et il y avait, bon, à quoi est-ce que vous avez pensé ce matin en vous rasant? Enfin voilà, il y avait des choses sur lesquelles on avait besoin tout de même de dire et nous, et nous, et nous. Et donc, effectivement, et ça s'est passé un peu partout en France, hein, parce qu'il y avait des assises régionales et partout, il y a eu des groupes qui sont intervenus. Le résultat, ça a été que, effectivement, on ait réussi à se faire entendre et à ce que dans le colloque national, donc de la recherche, on ait la dernière séance du colloque, on a fait notre pré-colloque, donc national. Et à partir de là, on a été négocié avec le ministère de la Recherche, qui nous a dit qu'est-ce que vous voulez. On a dit on veut faire un colloque. Il nous a dit oui. Et après, le colloque c'était tout de suite. Voilà, et puis vous avez des sous, faites ça. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez comme réforme et tout ça? Non, on veut un colloque. On veut que les gens se mettent ensemble. Et voilà. Donc nous avons organisé ce colloque qui a été une espèce d'explosion extraordinaire, comme quelque chose qui est resté longtemps sous tension et qui là s'est développé.
Dans cette période-là, donc il y a eu les suites du colloque, ça n'a pas été que la nef, enfin la nef, ça a été d'autres choses, puisque le CNRS, avec Godelier, qui était le directeur des sciences humaines et sociales, a créé à ce moment-là une ATP du CNRS, ATP, Action thématique programmée, c'est-à-dire un programme, un appel à programme de recherche. Et ça a été donc là vraiment le début des études féministes, dans la mesure où il y a eu donc un appel, il y a eu, combien on a dit, 68 recherches qui ont été financées là sur le CNRS. Et ça a été vraiment un moment où vraiment la recherche féministe, on peut dire, a démarré. Cet ATP a été un grand succès. Il y a eu deux livres qui en sont sortis qui recensent ces différentes recherches, parce que ça a été sur 4 ans. Et le projet qui nous avait été présenté par Maurice Godelier, c'était commencer par faire la preuve avec l'ATP, et après, le CNRS se réorganisera autour de cette problématique. Il était question d'avoir un comité de recrutement, etc. Bon. Il y a eu en même temps, à la même époque, il y a eu 4 postes d'enseignants, de maîtres de conférences à l'université, fléchés études féministes. Ça, ce n'était pas notre demande à nous, c'était Yvette Roudy qui a négocié ça avec le ministère de l'enseignement supérieur. Bon, donc voilà, c'était comme ça une période, vous voyez, où tout concourt dans le même sens. Et après ça, en fait, assez vite, il y a eu des freins. Voilà, c'en est resté là, en fait. Cet ATP du CNRS n'a débouché sur rien à ce moment-là. Les postes à l'université, 4, il n'y en a que 3 qui ont été attribués. Donc, en fait, 3 postes de maître de conférence à l'université en 84, point, plus rien. Voilà, donc on arrive après un moment comme ça d'avancée, ça s'arrête là. Et puis il va y avoir un autre moment où ça va revenir. Et donc en ce qui concerne par exemple les postes à l'université, le deuxième moment c'est 91. En 91, donc la nef qui vient d'être créée, la première chose que fait la nef, c'est de faire un dossier pour le ministère de l'enseignement supérieur pour plaider pour la création de postes, enfin un dossier sérieux, hein, avec tout ce qui se passe dans toutes les universités, enfin c'est déjà un recensement, etc. Et on a effectivement obtenu la création de 2 postes à ce moment-là. 91. Ensuite, la période suivante, ça a été ce qu'on peut appeler les années Jospin, enfin c'est plutôt 2000-2002. Dans laquelle il y a la Convention interministérielle pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'enseignement ou dans la Convention dans l'éducation, je crois, dans l'éducation, enfin, peu importe. Enfin, donc, dans cette convention, qui a été quand même quelque chose d'assez... Elle a été reconduite d'année en année, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très important. Et ça a effectivement produit beaucoup de choses, parce que, par exemple, dans l'enseignement supérieur, il y a eu... alors, à l'époque, l'enseignement supérieur, c'était Francine de Michel, qui était directrice des enseignements supérieurs. Elle avait des chargés de mission, en particulier Armelle Lebras-Chopard, qui était très, très dynamique et qui a constitué autour d'elle un réseau d'experts sur la question. C'est là que donc ces chargés de mission à l'enseignement supérieur et à la recherche, parce qu'à l'époque les ministères étaient séparés, mais ensemble, ont lancé un recensement des enseignements et des recherches sur le genre, ou prenant en compte la dimension du genre. Et c'est le premier recensement officiel qui a été fait. Avant celui-ci, il y en avait eu à plusieurs reprises, mais qui était fait par la nef à partir de ses propres réseaux. Là, ça a été un recensement officiel,
Et quand il s'est agi d'analyser ces données, le service du droit des femmes a fait un appel d'offres auquel l'ANEF a répondu. Et évidemment, nous avions l'expérience pour traiter ça et nous avons donc analysé les données de ce recensement. Donc bon, on va rester là parce qu'on y reviendra par d'autres... Juste pour du coup, compléter, l'état des lieux des études de genre aujourd'hui, est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez... Oui, donc dans la suite des recensements, le dernier recensement qui a été pris aussi en charge par la mission pour la place des femmes du CNRS, ce recensement il a été lancé en 2008 et les résultats ont été finalisés en 2011 avec une publication là que l'on a portée de 2012, mais qui mériterait et qui méritait d'être poursuivi annuellement et il y avait un véritable projet, mais manque de financement, ça s'est arrêté du jour au lendemain avec un poste aussi qui passait à la trappe. Donc aujourd'hui, on n'a plus de chiffres du CNRS. On avait créé un poste et on a pour c'était alors bon, ouais. Là, ce recensement avait été décidé par la mission pour la place des femmes au CNRS, qui s'était entourée évidemment d'experts et d'expertes, qui étaient un peu les mêmes, hein, on se retrouve. Et donc, il y a une personne qui était à plein temps là-dessus, plus des aides techniques. Et donc, le résultat a été assez étonnant, puisqu'il y a eu 1940 personnes qui ont répondu, donc en gros en disant « je fais des recherches ». Alors parmi ces 1940 personnes, donc on a vu ça tout à l'heure, on a dit qu'il y en avait 40% qui étaient à l'université, qui donc enseignaient, qu'il y en avait 15% qui étaient dans, alors je ne sais pas si c'était les IUFM, les ESPE, enfin c'est... et puis, mais il y avait là-dedans les doctorants, donc ça fait, mais c'était quand même assez étonnant de penser qu'il y avait un tel nombre. Mais de même que sur le recensement de 2001, on était étonné du nombre d'enseignements qui étaient qu'on ne connaissait pas. Donc, ce qu'on peut dire des enseignements sur ces questions-là, c'est qu'il y en a plus que ce qu'on croit, mais qui sont éclatés et invisibilisés, puisqu'il n'y a pas le moyen de les porter à la connaissance du public. C'est pourquoi le projet qui était celui, qui était l'ANEF, quand je dis l'ANEF, il ne faut pas croire que l'ANEF fonctionne, c'est l'ANEF qui a l'impulsion, mais qui s'entoure toujours des gens qui sont dans les autres associations, groupes, etc. On travaille toujours ensemble. Et avec la MIPADI, qui n'est plus la MIPADI, mais qui est... c'était la mission contre les discriminations et pour la parité dans l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur. Maintenant, ça a changé de nom parce qu'il y a un aspect ressources humaines qui y est ajouté. Enfin, c'est les mêmes... On a travaillé pendant des mois pour mettre en place ce recensement. Mais bon, ça s'est arrêté là, il n'a jamais été mis en œuvre. Mais tout de même, en effet, ce recensement-là, lui, s'est arrêté. Mais aujourd'hui, il y a une discussion avec une jeune association avec laquelle nous sommes vraiment en cheville. Et puis, nous sommes nombreuses à appartenir et à l'ANEF et à l'ARGEF. C'est l'association pour la recherche en études genre et éducation et formation. Et donc là, l'ARGEF est en train de négocier aussi avec, la PADI, hein, même si ça s'appelle plus MI, pour un recensement des enseignements genre dans les SP. Et essayer de savoir quels sont les étudiants et les étudiantes dans les SP qui reçoivent des formations genre. Alors, il y a toutes les cas de figure. Là, moi, je travaille par exemple sur les SP de Créteil.
où les formations premières années reçoivent 3 jours de formation, mais c'est pas de façon obligatoire. Dans d'autres SP, c'est beaucoup moins d'heures, mais obligatoire. On a aussi, la semaine dernière, proposé des formations à des jeunes qui sont en formation, enfin qui ont eu le concours et qui sont en stage dans le second degré. Là, j'ai vu à quel point, à part les profs de SES ou de lettres qui ont eu l'occasion d'avoir quelques cours qui ont un rapport avec le genre, la plupart des matières n'en ont même pas l'idée. Et ils découvrent ça parce qu'ils se retrouvent dans ces Sur ce modules. point, il est important que vous fassiez ce bilan des SP, parce que nous avons mis plusieurs fois dans la loi, donc il n'est pas question que ce soit optionnel, hein. Nous avons mis plusieurs fois dans la loi l'obligation pour les enseignants à une formation à l'égalité entre les filles et les garçons. On a rajouté une obligation à l'utilisation d'Internet et à l'usage de la lutte contre les violences sur Internet, en particulier les violences de sexe. Donc, c'est une obligation. Je veux dire que les SP ne peuvent pas être hors de la loi et faire des choses qui soient optionnelles. De même que dans les établissements scolaires, il y a une obligation de 2 heures par année, par élève, pour l'éducation à la sexualité. Donc, l'éducation nationale, c'est bien de temps en temps si elle peut se mettre en règle avec la loi. Et oui, mais alors le problème, c'est que les SP sont à cheval entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Je me permets de vous le dire. Mais oui, mais les SP sont où entre les deux? Juste une petite précision, études de genre, avec ce titre-là, ça n'apparaît pas dans la loi. Donc, c'est pour ça. Et les universités, effectivement, gèrent leurs SP un peu, mais c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles en tant que membre de la commission culture et éducation, on y veille actuellement. Ouais, c'est qu'on ne peut pas entendre, si vous voulez, que les SP font ça de manière facultative, pas obligatoire, etc. Il y a un cadre qui fait qu'on demande, nous, que c'est pas les études de genre qu'on demande, du tout. C'est l'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons. Après, s'ils le font sous cet aspect-là, ça sera très bien. Mais je veux dire qu'on ne peut pas entendre, pour l'instant, mais j'en l'entends, parce que je connais bien le milieu des IUFM et nouvellement SP, mais que ce soit facultatif. Alors, je ne sais pas si on laisse finir, et puis je vous donne la parole, vous gardez vos questions, mais j'ai bien qu'on a envie de réagir. Allez-y, finissez, Madame Peseux, et puis après, on va poser la question aux collègues. Oui. Ce que vous exposez montre à quel point c'est difficile, parce que là, ça fait l'ARJEF, nous, ça fait déjà au moins 2 ans que l'on cherche les financements pour réussir à proposer un tel recensement qui est compliqué, long, parce que personne ne répond aussi. Oui, et donc le deuxième exemple aussi de recherche pour voir le paysage en fait des étudiants, c'est actuellement la Cité du genre qui est nouvellement créée avec 4 universités parisiennes et 4 laboratoires. Enfin, c'est Sciences Po, c'est l'INALCO, c'est l'Institut de physique du Globe, c'est l'école de santé publique, et puis il y a l'université Paris-Sorbonne. Sorbonne Nouvelle, pardon, Paris Descartes, Paris Diderot et Paris 13. Donc c'est un regroupement dans le cadre de la commu qui est né, je sais plus, c'était en début octobre, je crois que on a eu une première journée, et elles ont commencé à énumérer. Alors moi j'ai fait un article d'ailleurs dans notre bulletin qui recense déjà tout ce que ils ont et elles ont pu repérer comme enseignement. Ça va un peu dans tous les sens. Et actuellement, il y a eu je sais qu'il y a quelqu'un qui est chargé d'affiner ce recensement, mais qui est très localisé. Hein, c'est sur la région parisienne et 8 établissements. Voilà. Mais on en est là pour les recensements. Pour terminer sur le recensement, oui, non, juste pour terminer sur le recensement, il faut dire que ce grand recensement qui a eu lieu, donc le recueil en 2001-2002, et le rapport, on l'a rendu en 2003 ou 2004. Mais depuis cette date, il y a eu tellement de changements dans l'organisation des universités, avec le passage au LMD, etc., qu'aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité absolue de faire à nouveau ce recueil. Je vais repasser la parole à Conchita, si tu veux poser une question, et puis Christophe Prémat. Je ne sais plus si Chénès avait demandé ou pas. Non. Oui, Mesdames, quand je vous écoute, en réalité, ce que je constate,
c'est qu'il faudrait peut-être considérer le féminisme comme une science humaine à part entière, transversale et diffusable dans tout l'enseignement supérieur. Et d'autre part, voilà, je constate aussi que souvent, que dans la diffusion des savoirs, les études de genre sont constatées ou minimisées. Alors bien sûr, quelles sont peut-être vos préconisations pour contrer ce phénomène? J'ai bien compris que les moyens étaient un handicap énorme. Est-ce qu'il y a d'autres préconisations? Christophe, une question, puis après Maud. Merci Madame la Présidente. J'ai une réaction pour les SP justement parce qu'on a actuellement une mission d'information dans le cadre de la Commission des affaires culturelles sur la formation des enseignants. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment abordé la question du genre, mais je pourrais l'aborder dans... On a beaucoup de difficultés à appliquer la loi, en fait, tout simplement, parce qu'il y a une partie qui dépend de l'autonomie de l'université. Et donc, comme l'ESP fonctionne presque en réseau, ça devient un peu le parent pauvre. Et ça, dans le contrôle de la loi, il faut que nous y soyons attentifs, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué en ce moment. Enfin, ils ont des conditions de travail qui sont quasiment impossibles. On a auditionné plusieurs personnes de différentes, bien sûr, académies. La deuxième question, c'est sur la visibilité des études de genre, parce qu'il y a deux aspects. Soit on va du côté du réseau, et les réseaux fonctionnent, c'est beaucoup plus facile actuellement, mais parfois, on a vu, c'est des gens qui collaborent dans différentes universités, etc., au niveau international. Mais la faiblesse du réseau, c'est qu'on peine à structurer des études de genre de l'intérieur, c'est-à-dire avoir davantage de masters, avoir un pôle de recherche, avoir une constitution d'un laboratoire. Alors, il y a fort heureusement, hein, il y a des instituts de recherche, instituts du genre, il y a Louise Labbé à Lyon, il y a Paris 8, Paris 7, etc. Mais la problématique réseau, elle a tendance un peu à émietter l'étude de genre. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à bien fonctionner en termes de réseau, mais après à structurer des unités de recherche, ça suppose quand même une synergie donc, sur un territoire et une décision assez forte. Enfin, c'est mon impression, hein, je crois qu'on n'y arrive pas. La troisième question sur les études de genre, sur l'internationalisation des études de genre, puisqu'on a toujours, il y a quelques années, quand on parlait des gender studies, c'était presque négatif, parce que pour montrer que, tiens, on a importé quelque chose, alors que c'est très divers hein, dans différents pays. Alors aujourd'hui, il me semble qu'on traduit plus par étude de genre, tant mieux. Mais comment est-ce qu'on arrive à recréer de l'internationalisation qui ne soit pas simplement de l'importation en retard pour justement davantage avoir de l'influence et puis nous-mêmes de nous positionner sur ce champ-là? Je vous remercie. Merci. Maud, tu veux ajouter Oui, question? juste deux questions, parce que bon, le temps passe quand même. Moi, ce qui m'interpelle justement dans ce que vous exposez, c'est la pérennité de ces études de genre, puisque vous le dites bien, ça dépend effectivement des financements. Donc, est-ce que c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui doit être on va dire celui qui donne donneur d'ordre? Est-ce que ce sont les organismes de recherche? Vous citez le CNRS, effectivement, pour être allé à plusieurs colloques du CNRS, je sais qu'ils sont impliqués là, sur cette question-là. Qui d'autre? Donc, c'est une première question, c'est comment faire en sorte que ces études soient pérennisées et pas toujours en train de se demander comment elles vont être financées. Et puis, je pense qu'il y a aussi une visibilité qui n'est pas évidente pour le grand public et même pour les politiques, le lien entre les études de genre et justement les politiques publiques. Et ça manque un petit peu, je vais terminer, ça manque un petit peu justement de concrétisation de ce que peuvent apporter les études de genre à nos politiques publiques. Et ça, ce serait vraiment important que vous puissiez le mettre en avant. Alors ça fait beaucoup de choses. Ce que j'avais prévu d'abord de faire la distinction études féministes, études de genre, pour dire que dans le milieu, c'est quelque chose qui se débat. La notion de genre, elle est arrivée très tardivement en France et elle n'a pas été ressentie comme une nécessité pour les Françaises parce qu'on n'avait pas besoin de ça pour savoir que... On n'avait pas besoin de ça on savait depuis longtemps qu'on ne naît pas femme, on le devient et que la différence des sexes n'a rien de naturel et beaucoup d'historique et de culturel. Donc, pourquoi est-ce que finalement on a accepté la notion de genre? Parce que il y a la prééminence des Women's Studies anglo-saxonnes et de l'anglais dans les Women's Studies européennes et la nécessité pour nous de s'appuyer sur l'Europe pour dire
voyez la nécessité. L'Europe nous demande. Mais du point de vue interne, pour nous, il était important, évidemment pour la Nef, qui a été la première association qui a été créée dans cette histoire, la référence études féministes, ça voulait dire que ces études étaient la continuation du mouvement des femmes des années 70, avec les problématiques qui étaient posées à ce moment-là, mais avec aussi une entrée dans le monde académique qui posait des exigences nouvelles dans la façon de traiter l'information, d'avoir des démonstrations, enfin bon, la rigueur qui nous était demandée. Et donc, c'est un phénomène qui... Et alors, aujourd'hui, donc c'est vrai que le genre a triomphé pour les raisons que j'ai dites, mais en même temps, il y a une résistance, et je pense qu'il y a une résistance des francophones en général. Nous fonctionnons depuis très très longtemps en faisant tous les 3 ans un congrès international des recherches féministes dans la francophonie. Et dans ce cadre-là, l'accent est mis, enfin tout le monde demande études féministes et non pas études de genre. C'est-à-dire qu'on met une distinction qui est que les études féministes, enfin études féministes, ça veut dire, alors la citation de Godelier. Bon, j'avais une citation de Godelier au moment où il a créé l'ATP en disant que les études féministes, ça voulait dire que justement, on peut être une science militante et scientifique. Et on peut vouloir pas seulement connaître la réalité, mais la transformer. Et que c'est légitime. Donc on était tout à fait dans cette problématique-là. Qu'est-ce que je voulais dire après Alors, le problème que vous avez soulevé, Christophe Prépa a aussi... Alors, oui, savoir si ça doit être transversal, c'est la question de Conchita. Puis, savoir pourquoi on n'est pas arrivé à des masters, pourquoi on n'est pas arrivé... il y en a des masters. Pourquoi on n'est pas arrivé à On a l'impression que c'est quand même toujours aussi fragmenté. Oui, et ce que vous dites de l'invisibilité tient à la fragmentation. C'est la volonté de Maud Olivier, et elle a raison de dire que on a l'impression qu'en France, soit on a honte, je ne sais pas, soit on s'interroge, soit on ne voit pas l'utilité, mais on n'arrive pas à rendre très visibles ces études, alors qu'à l'international, semble-t-il, on a quand même plus de visibilité. Oui. Donc, nous, notre interrogation, c'est de savoir comment rendre visibles les études de genre, et les rendre efficaces. Je pense qu'il y a bon, je ne connais pas les systèmes universitaires dans les différents pays, mais ce qui est certain, c'est que le système de la centralité d'un côté et l'autonomie des universités de l'autre, c'est assez compliqué sur comment ça va se passer. Donc les choses qui se sont passées, quand on a eu par exemple les postes qu'on a obtenus en 91, il fallait avoir à la fois sur place des gens qui sont dans les conseils, qui revendiquent, etc. Et qu'il fallait avoir de l'autre côté, nationalement, ceux qui allaient faire pression auprès du ministère. Alors, aujourd'hui, il y a quand même un éclatement, mais un éclatement qui n'est pas dû, comme autrefois, au fait d'une dispersion, mais au fait que maintenant, il y en a tellement. Savoir maintenant, tous les colloques qui se passent tous les jours, c'est fou. Quand on n'a plus de recensement, mais quand on a la liste de diffusion études féministes qui donne les colloques qui se passent tout le temps, c'est constamment. Il fut un temps où on pouvait aller à tous. Ça n'est plus le cas. Mais c'est très, très dispersé. Et du coup, votre question sur les réseaux me paraît tout à fait importante. Et c'est pour ça que nous, la Nef, qui avons gardé cette nécessité de constituer un réseau national pour que ce réseau puisse peser dans les décisions, ça semble particulièrement important. Et pour continuer, parce que je vais quand même passer, parce que je vois que le temps passe et que tout ce qu'on a préparé, on ne sera pas dit. Notre projet aujourd'hui de la Nef, depuis le congrès qui a eu lieu à Montréal en août dernier, c'est de constituer un réseau international dans la francophonie. C'est-à-dire que ces congrès qui se passent tous les 3 ans, entre-temps, dans les 3 ans, constituer ces réseaux en sachant ce qui existe ici et là. Donc c'est dans la francophonie. On a démarré avec l'AUF,
l'agence de la francophonie, l'agence universitaire de la francophonie. Ce qui fait qu'il y a beaucoup l'Afrique est très très présente. Et que le prochain congrès aura lieu à Paris, on peut même vous dire à Nanterre, en 2018. Et que donc là, on a vraiment un horizon dans lequel on veut qu'un réseau se mette en place. Et à la limite, je dirais peut-être que rien de mieux pour constituer le réseau national que d'avoir un projet international. Parce que sinon, chacune peut rester dans son coin. Mais enfin, voilà. Nous, ce qu'on a l'intention de faire, c'est que vraiment tout ce qui existe, on l'a fait précédemment quand il y avait moins de choses. Mais maintenant qu'il y en a plus, et on va faire on a l'intention de faire, c'est notre projet de l'année, un annuaire des réseaux qui existent en France et dans les autres pays de la francophonie. J'aurais une question qui prolonge celle que j'ai posée tout à l'heure par rapport aux politiques publiques. Par exemple, il y a un projet de loi actuellement qui est en discussion, c'est l'égalité-citoyenneté. En quoi les études de genre que vous recensez, mais que vous menez aussi de votre côté, peuvent être un atout pour justement la mise en place de ces projets d'égalité-citoyenneté? Comment vous pouvez vous rentrer dans ce sujet-là et puis faire parler du genre à ce moment-là pour faire comprendre que nos politiques publiques, forcément, elles sont discriminantes, hein, je pense qu'on peut dire ça. Et comment vos études peuvent apporter un plus à ces réflexions sur l'égalité et la citoyenneté? Comment on les met en place grâce aux études de genre? Oui, là je pense que la réponse qu'on peut avoir, c'est celle du triangle de velours. C'est-à-dire que notre expérience, mais l'expérience dans d'autres cas aussi, hein, surtout au niveau européen, montre l'utilité de cette pression avec les trois pointes, les trois éléments qui, quand ils concourent dans la même dimension, dans le même sens, apportent beaucoup de choses. Donc, rien ne se passe s'il n'y a pas les institutions et ce qu'on appelle les fémocrates. S'il n'y a pas... Oui, c'est vous. Ah, vous êtes les fémocrates. À l'autre pointe du triangle. Attends, je t'ai coupé la parole. Mais donc les trois pointes du triangle, c'est les fémocrates. L'autre pointe, ce sont les chercheuses, les experts et les expertes en genre. Et la troisième pointe, c'est la base les associations qui œuvrent sur le terrain. Et ça passe par les collectivités, mais non. Dans les collectivités, on va plutôt avoir les fémocrates, mais après à différentes échelles géographiques. Si on voit la façon dont ça s'est passé pour la loi sur la parité, par exemple, pour la campagne parité, bon, ça c'est une autre... Là on ne parle pas de triangle de velours, on parle de la recherche qui a été faite là-dessus. Non, c'est l'espace de la cause des femmes. C'est-à-dire que chacun, dans son rôle, tire dans le même sens et s'appuie avec des caractéristiques particulières, mais voilà. Donc, je pense que sur ce projet qui vient de vous, qui est... Non, ça n'est pas censé être une insulte. Hein. Dans le vocabulaire... le mot n'est pas très beau. Dans le vocabulaire européen, mais je pense que ça doit être une traduction en réalité. C'est pas terrible comme probablement. mot. C'est pas très joli. Je suis d'accord avec vous. J'aime autant que fémocrate. Hein. Que je ne vois pas clairement pour l'instant. Je comprends votre idée de vous mettre en réseau, le travail qui a été fait, la difficulté, etc. Mais dans quelle direction ça va? C'est-à-dire, qu'est-ce qui ressort dans les études de genre? Parce que les études de genre, c'est vaste. Parce que la semaine dernière, on a auditionné un géographe qui a fait femmes et espace public, hein, genre et espace public. Dans quel domaine étudiez-vous cette question des femmes? Est-ce qu'il y a des économistes qui font des gender budgeting et qui nous préconisent des méthodes et analysent des méthodes? Est-ce qu'il y a des juristes? Est-ce qu'il y a etc. Dans quel domaine aujourd'hui on en a? Alors, il y en a partout. Il y en a partout, mais quand on dit faire du gender budgeting, à mon avis, c'est pas un travail de recherche, c'est un travail d'expertise. C'est peut-être ça aussi un problème qu'il y a en France, c'est l'écart qu'il y a entre la recherche qui est un petit peu pure et puis la mise en œuvre. De la recherche fondamentale, j'y crois beaucoup.
mais il faut aussi de la recherche appliquée. Oui, oui. Et dans la recherche appliquée, il faut aussi... moi, j'ai une équipe pluridisciplinaire où il y a des médecins, où il y a des juristes, où il y a des sociologues. C'est sur le corps des femmes, hein, ça s'appelle. À Poitiers, il y a une grosse unité de recherche très importante qui a travaillé sur les violences, y compris des historiens depuis l'Antiquité. C'est pluridisciplinaire et donc il y a différents thèmes. Mais pouvez-vous nous citer des thèmes qui aujourd'hui sont à l'étude? Mais le genre, en histoire, on parle de catégorie d'analyse. C'est une façon de voir les choses. Donc, on peut voir les choses de façon genrée dans tous les domaines. Et ce qui fait que, finalement, le genre peut rentrer dans toutes les disciplines. Et on a besoin de modules dans tous les cursus universitaires. Et le journalisme, et les études de journalistes à premier chef, d'ailleurs. La médecine, la musicologie, l'architecture, l'urbanisme, bien sûr, la géographie. En fait, ça rentre c'est interdisciplinaire, mais c'est transversal absolument dans tous les domaines. Donc, c'est peut-être aussi la difficulté, d'ailleurs, de comprendre l'importance du genre, parce que ça doit transpirer, et c'est très, très transversal. Juste une question aussi un peu provocatrice. Comment vous avez réagi sur cette fameuse cabale sur la théorie du genre? Est-ce que pour vous c'est une théorie? Est-ce que c'est une théorie des études de genre? Est-ce que c'est juste en 2 mots, si vous pouvez, Madame Peseux, me donner... Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le terme paradigme. Je crois que c'est finalement le mieux et ça casse presque l'idée de théorie. La théorie de l'évolution a eu la même histoire que la théorie du genre. Hein. C'était pas une théorie, l'évolution, mais ça l'est devenu par les opposants à l'idée de l'évolution proposée par Darwin. Donc, ça a un peu la même histoire. Alors, on se rattrape, on a abandonné le mot théorie pour le terme concept. Finalement, moi, j'en suis presque à me demander... Enfin, d'ailleurs, c'est un paradigme. Et cette idée-là, elle montre à quel point c'est transversal, d'ailleurs. Christophe veut poser une question. Oui. Moi, je n'ai pas eu tout à fait ma réponse. Parce que je suis d'accord avec le fait que ça soit transversal. Mais avant que ça soit transversal, il faut comprendre que les études au regard du genre manquent. Que je vais vous expliquer. Des écoles d'urbanisme, des écoles d'architectes, des géographes, donc, comme vous dites, des géographes études fondamentales, ne voient pas spontanément que leur étude n'est pas genrée ou qu'ils n'ont pas un regard mixte, si je puis dire. Donc il faut d'abord faire des études spécifiques, me semble-t-il, pour faire apparaître le fait que on ne parle pas du genre, où les femmes sont invisibles de l'espace public, où les femmes... Sinon, avant d'être transversal, ça sera rien du tout. Christophe veut poser une question. En fait, ça va dans le même sens. Je me fais le porte-parole aussi de mes voisines là-dessus, sur la question du genre. Effectivement, ça s'est dilaté. Donc, c'est transdisciplinaire, c'est interdisciplinaire. Il y a des centres d'études de genre, il y a des masters de genre. Mais nous, la difficulté, c'est qu'on a du mal vis-à-vis du public, en fait, à parfois à essayer de les intéresser davantage aux études de genre, plutôt d'être simplement un épiphénomène ou quelque chose qui est transversal. Et ça, je prends un exemple des pays, d'autres pays. Les pays nordiques ont aussi des centres d'études de gender studies. Ils n'en ont pas non plus des milliers, mais il y en a quelques-uns, avec moins peut-être de colloques interdisciplinaires, mais davantage de colloques disciplinaires. Moi, j'ai l'impression que là, on est en train de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on parle de l'interdisciplinaire alors que c'est pas une discipline. Enfin, je veux dire, c'est pas une discipline. Ça devrait être une discipline au départ pour essayer de se compter, de se situer et de pouvoir ensuite évoluer et même de perturber les catégories. Donc ça, c'est vraiment un gros souci qu'on a actuellement avec cette dilatation des études de genre et la façon de promouvoir Chêne, est-ce Kérouni veut ajouter quelque chose? Non, rapidement, c'est justement pour poursuivre la réflexion que l'on a. Je crois qu'il y a une nécessité à poser les enjeux. Et une fois qu'on a posé les enjeux, ça peut définir des études. Et à partir des études, on peut poser les actions, et notamment des actions de politique publique. Or, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a quelques difficultés à poser les enjeux. Et notamment, je trouve que... si on part de l'histoire du mouvement féministe pour arriver aujourd'hui à notre situation, on n'a pas... parce que quelquefois, c'est le lobbying qui fonctionne.
Or, aujourd'hui, on n'a pas de mobilisation ou de pression forte qui obligerait, ne serait-ce que les pouvoirs publics, à avancer sur ces sujets. Or, on est toujours obligé, nous, en tant que parlementaires, ou par le biais de la délégation aux droits des femmes, de remettre à chaque fois le sujet du genre ou de l'égalité femmes-hommes. On est obligé à chaque fois de le remettre au centre parce que c'est pas naturel. C'est vraiment pas naturel et c'est quasi un combat au quotidien. Et heureusement qu'on a des hommes parlementaires avec nous pour avancer sur ces sujets-là. Mais c'est un combat quotidien. Mais, tout à fait. Enfin, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution, si ce n'est qu'on on trouve des recensements et des moyens de récolter tous les travaux de chercheurs et de chercheuses qui sont faits dans les différentes disciplines. Il y en a, mais ils sont invisibles et invisibilisés. Ils ne sont jamais mis en avant. C'est très difficile. Et pour ceux et celles qui font ces recherches, c'est aussi difficile de se placer dans l'université. C'est même un frein. Lorsque l'on est en études genre. Hein. Donc, c'est pas non plus très facile de s'y mettre. Mais regardez la rédaction des nouveaux programmes scolaires. C'est triste. De la maternelle à la terminale, ils ont oublié. Ils ont oublié de penser l'égalité. Les bouquins, les nouveaux manuels vont sortir. Aucun. On n'a pas réussi. Hein. On n'a pas réussi, nous, à nous mobiliser en tant qu'association. Oui, mais bon, on n'a pas été suffisamment forte. Je sais que j'avais... oui, oui. Mais non, on l'a pas dit au moment... Parce qu'il y a eu... Mais c'est exactement le problème dont vous parliez. C'est-à-dire qu'il y a eu des retards à l'allumage qui ont été politiquement voulus, non par le Conseil supérieur des programmes. Et quand on a été entendu, on nous a fait comprendre, ah bah ouais, c'est vraiment super, mais c'est trop tard. En octobre, c'est rendu. Et on vous voit fin juillet, et tout le monde part en vacances. Et ça faisait 6 mois qu'on demandait une audition. Et finalement, on ne sait pas du tout comment vont sortir ces nouveaux manuels. Là c'était en or. Ah, mais oui, je pense. En tout cas, s'il s'agit de savoir quel est l'objectif, ben c'est l'égalité, hein, c'est construire l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense que c'est plutôt... Non. Moi, j'ai une proposition à faire. Moi, je suis très en colère. Ah ben, le sujet de bac, là, où il n'y a pas de femmes. Aucun auteur femme. Aucun auteur femme dans l'histoire. Il y avait eu le rapport du Sénat il y a 2 ans sur les ouvrages. Et je me souviens qu'on s'était croisés ce jour-là. Sauf que je ne sais pas ce que c'est. Oui. Ben oui. Et là, il semblerait que les programmes d'histoire, il y ait encore moins de femmes que les programmes précédents. Mnémosine a fait l'étude. Oui. Merci à vous. Merci de cette audition. Merci aux collègues. Mais on inclura vos propos et puis on a vos documents. On peut aussi vous interroger si on a des éléments à redemander. Merci beaucoup. Et toutes les recommandations, elles sont dans le livre blanc, hein, et dans le plaidoyer. C'est décourageant.